Nous sommes à la fin du XVIIIe siècle, dans une Europe secouée par les révolutions, la faim et la guerre. Un continent où les anciens ordres s'effondrent plus vite que les nouveaux ne se stabilisent. Les trônes vacillent, les frontières deviennent provisoires, et les peuples découvrent une vérité brutale. L'histoire peut soudain accélérer. C'est dans ce chaos qu'émerge un homme convaincu qu'il n'est pas né pour subir les événements, mais pour les diriger. Son nom est Napoléon Bonaparte, et son destin va profondément transformer l'Europe. Napoléon naît en 1769, à Ajaccio, en Corse, une île tout juste annexée par la France. Il grandit dans une famille de petite noblesse appauvrie, dans un climat de ressentiment envers le pouvoir français. Très tôt, il se sent étranger, marginal, observateur plus qu'acteur. À l'école militaire de Brienne, puis à Paris, il est solitaire, peu apprécié, souvent moqué pour son accent et son caractère abrupt. Mais il lit sans relâche, étudie l'histoire, les mathématiques, la stratégie, et développe une conviction intime. Dans un monde instable, seule la maîtrise absolue permet de survivre. La Révolution française, éclatée en 1789, va bouleverser son existence. Pour Napoléon, la Révolution n'est pas d'abord une idéologie, c'est une opportunité. En 1793, lors du siège de Toulon, il se distingue par son intelligence tactique et sa capacité à décider vite. La ville est reprise et son nom commence à circuler. 2 ans plus tard, en octobre 1795, il réprime une insurrection royaliste à Paris par un tir de canon resté célèbre. Ce jour-là, Napoléon comprend une chose essentielle. Dans un pays épuisé par la peur et l'instabilité, la force rapide peut devenir une forme de légitimité. En 1796, il épouse Joséphine de Beauharnais, une femme plus âgée que lui, élégante, mondaine, déjà marquée par la Révolution et par la perte de son premier mari, guillotiné sous la Terreur. Napoléon l'aime d'un amour brûlant, presque excessif. Il lui écrit sans cesse, réclame son affection, redoute son absence. Pourtant, cet amour est profondément déséquilibré. Tandis qu'il part mener la campagne d'Italie, accumulant les victoires et le prestige, Joséphine s'éloigne, multiplie les infidélités et reste attachée à sa liberté. Cette relation révèle une fracture intime. Napoléon sait conquérir des territoires, mais il ne sait pas maîtriser ses propres attachements. La campagne d'Italie transforme Napoléon en héros national. Il négocie, décide, agit comme un chef d'État plus que comme un simple général. En 1798, il tente une expédition audacieuse en Égypte, mêlant ambition militaire et projets scientifiques. Militairement, l'opération est un échec. Politiquement, elle renforce son image d'homme hors norme. Lorsqu'il rentre en France, le Directoire est discrédité, affaibli, incapable de gouverner. En novembre 1799, Napoléon réalise le coup d'État du 18 Brumaire. Il renverse le régime et devient premier consul. Officiellement, il partage le pouvoir. En réalité, il gouverne seul. Il réorganise l'État, pacifie le pays, réconcilie une partie des Français avec l'autorité. En 1804, il franchit un pas décisif. Il se fait sacrer empereur. Lors de la cérémonie à Notre-Dame, il se couronne lui-même sous le regard du pape. Le message est clair. Son pouvoir ne vient ni de Dieu, ni d'une lignée, mais de lui-même. Napoléon n'est pas seulement un conquérant. Il est aussi un réformateur. Il impose le code civil, structure durablement l'administration, modernise l'État, garantit certaines conquêtes de la Révolution. Mais son rapport au pouvoir est insatiable. Chaque victoire appelle une nouvelle campagne, chaque frontière devient une limite à repousser. L'Europe, inquiète, s'organise contre lui. Les coalitions se succèdent et Napoléon répond par la guerre. À partir de 1805, les conflits s'enchaînent. Austerlitz,
Iéna, Wagram. Les victoires renforcent son sentiment d'invincibilité. Pourtant, l'Empire se fragilise. Le blocus continental, destiné à asphyxier l'Angleterre, pénalise aussi les populations européennes. Les guerres épuisent les hommes et les ressources. Napoléon, de plus en plus isolé, supporte de moins en moins la contradiction. Sur le plan personnel, l'échec est tout aussi profond. Joséphine ne lui a pas donné d'héritier. En 1809, Napoléon divorce. Il épouse ensuite Marie-Louise d'Autriche, alliance politique destinée à stabiliser l'Empire. Un fils naît, le roi de Rome, mais l'amour n'est plus au rendez-vous. Napoléon a sacrifié l'attachement à la continuité dynastique. Le tournant décisif survient en 1812, avec la campagne de Russie. Convaincu qu'une démonstration de force suffira, Napoléon engage la grande armée dans une expédition titanesque. Mais la stratégie russe, le froid, la faim et l'immensité du territoire détruisent son armée. La retraite est un désastre humain. À partir de là, l'Empire entre dans une phase irréversible de déclin. En 1814, Napoléon abdique une première fois et est exilé sur l'île d'Elbe. Pourtant, il n'a pas renoncé. En 1815, il revient en France pour les 100 jours, porté par une partie de l'armée et de l'opinion. L'aventure se termine à Waterloo par une défaite définitive. Cette fois, l'Europe ne veut plus courir de risques. Napoléon est exilé à Sainte-Hélène, une île perdue au milieu de l'Atlantique. À Sainte-Hélène, Napoléon n'est plus empereur. Il devient un homme confronté au silence, à l'ennui et au souvenir. Il dicte ses mémoires, façonne sa légende, réécrit son histoire. Il meurt en 1821, à 51 ans, loin de la France qu'il a transformée. Napoléon laisse derrière lui un héritage immense et contradictoire. Il a modernisé l'État, imposé des lois durables, redessiné l'Europe. Mais il a aussi provoqué des millions de morts et épuisé un continent. Son véritable drame n'est peut-être pas la défaite, mais l'incapacité à s'arrêter. Napoléon n'a jamais su renoncer, ni au pouvoir, ni à la guerre, ni à l'idée qu'il pouvait tout contrôler. Et c'est peut-être là, plus que dans ses victoires ou ses défaites, que se trouve la clé de son destin. Un homme persuadé que la maîtrise du monde pouvait remplacer la maîtrise de soi.